Jonathan, qui fait partie de la SNSM et qui en parallèle les pompiers, donc lui il nous apporte beaucoup. Et puis donc moi Lionel. Le but de cette conférence, c'est de présenter tout ce qui est prévention au niveau de la mer. On ne va pas s'adresser spécialement aux navigateurs, on va s'adresser à tout le monde. C'est ce qui nous a été demandé, tout public. Donc on va partir du soleil, la prévention pour le soleil, de la plage, comment alerter les secours. On va essayer de rester très général pour que ça puisse intéresser un maximum de personnes et apporter des choses. Alors, nous avons un support. Ce support, c'est ce qui va permettre de faire le déroulement. Mais avant tout, il faut que ça soit interactif. Et n'hésitez pas à tout le monde à couper, puis nous poser des questions dans la mesure possible. Nous essaierons de vous y répondre. Voilà. Merci à vous. C'est pas. Donc, comme vous a dit Lionel, donc on va aborder plusieurs petits points. Donc on va voir le soleil et vous, la matérialisation des zones de baignade, les personnes en difficulté dans l'eau, les 10 commandements du plaisancier, naviguer avec des enfants, comment alerter les secours, les signaux de détresse visuels et pyrotechniques, et après la mer en 2013, c'est quelques chiffres sur les interventions de la SNSM et tout ça. On va passer sur le soleil et vous. Donc, là, c'est juste un petit rappel, voilà, que le soleil, c'est bien pour la santé. Ça nous fait du bien au niveau des os, ça nous aide à fixer les vitamines. Mais après, il faut faire attention quand on fait le lézard sur les plages, on reste des heures allongées. Donc on a plusieurs risques. Déjà, c'est le coup de soleil. Qu'est-ce qu'est le coup de soleil? C'est tout simplement une brûlure. Voilà, ça peut faire mal. Il y a quelques petites choses comme ça. Et deuxième petit souci que ça peut nous apporter, c'est qu'on va monter en température. Une fois qu'on a un peu trop chaud, on va se dire on va aller se baigner. Et tout simplement, la différence de température, on risque d'avoir un petit malaise dans l'eau. Voilà. Donc pour passer vite sur le soleil. Les zones d'activité de loisirs nautiques. Donc comme vous avez pu le voir sur le panneau, chacun a sa zone d'activité. Les baigneurs ont leur zone, tout ce qui est véliplanchiste, kitesurf et tout ça ont leur zone, et les plaisanciers aussi. Voilà, donc c'est un petit rappel sur les zones. Donc elles sont signalées par des panneaux ou par des bouées. Donc sur les plages, vous avez des petits panneaux qui vont délimiter la zone de baignade. Vous avez les grosses bouées jaunes qui vont délimiter la zone des 300 mètres, aussi bien pour les bateaux que pour les nageurs. Dans ces zones, les vitesses elles sont limitées. Voilà, donc elles sont limitées à 5 nœuds. Et pareil pour le chenal, pour accéder aux plages. Donc voilà les petits panneaux que je vous parlais. Donc tout simplement, panneau à fond bleu, c'est autorisé. Panneau à fond blanc avec un trait rouge dessus, c'est interdit. Voilà. Donc ces panneaux, vous allez les retrouver côté terre, donc sur les plages, au niveau des postes de secours. Sur les plages, au niveau des postes de secours, qu'est-ce qu'on va trouver aussi d'autre que les gens ont un peu de mal à respecter? C'est les fameuses flammes vertes, oranges et rouges. Donc, que veulent dire ces flammes? Tout simplement, la flamme verte, vous pouvez vous baigner, il n'y a pas de danger. Flamme orange, la baignade est autorisée, mais il faut faire attention. Donc, quand on dit qu'il faut faire attention, si vous êtes dans un certain âge, si vous savez pas trop nager, voilà, évitez d'aller trop large, ces choses-là. Et flamme rouge, tout simplement baignade interdite. Je pense qu'on a tous vu l'année dernière aux infos ce qui s'est passé sur nos plages. Voilà. Les gens ne respectaient pas ces petits drapeaux et malheureusement il y a eu des accidents et on en est arrivé à la mort plusieurs fois. Et il y en a eu beaucoup au Cap aussi. Donc voilà, surtout bien respecter ces panneaux. Si vous emmenez vos petits-enfants à la plage ou quoi que ce soit,
voilà, bien éviter par flamme orange ou même par flamme verte de les laisser sur les matelas pneumatiques, sur leurs bouées, sans surveillance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce sont les CRS qui font une surveillance de plage, ils peuvent être amenés à verbaliser. Quand c'est flamme rouge, que les gens se baignent, ils peuvent être amenés à verbaliser. Quand ce sont les sauveteurs en mer, donc la SNSM ou les pompiers, eux, non, par contre, n'ont pas ce pouvoir. Et l'amende, je crois, est de 45 €. Oui, Il me semble que ça doit être une amende de 45 €. Donc les plages surveillées par les CRS flamme rouge, on peut être verbalisé. C'est pour ça que la CRS, tout le temps, qui est pas loin, en fait. Nous, sur nos plages au Cap d'Agde, les sauveteurs sont essentiellement des sapeurs-pompiers, mais en fait, sont délimités par zone. Par zone, dans le poste de secours principal, vous avez un CRS qui est justement là pour cette répression qui, des fois, on se dit, il nous empêche de nous baigner, mais peut-être que ce monsieur, en vous mettant 45 € ou en vous rappelant un land, il vous a sauvé la vie. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'avant-hier, il y a eu une petite conférence sur un groupe de travail des personnes de la Sodial. Il nous a été posé comme question, est-ce que la mer tue? Non, la mer ne tue pas. Elle est amenée à tuer pour les gens imprudents. Si vous avez des questions, ces choses-là, n'hésitez pas. J'ai une personne en difficulté dans l'eau. Il est possible que vous soyez confronté à cette situation. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, la première chose à ne pas faire, c'est se jeter à l'eau sans savoir ce qui se passe et quelles sont vos conditions. Donc si vous êtes sur la plage, vous voyez un nageur en difficulté ou qui vous semble être en difficulté, le réflexe à avoir, c'est de tout de suite aller au poste de secours et les informer. Si possible, si vous êtes à plusieurs, vous allez au poste de secours, la personne qui est avec vous reste sur la plage et elle ne quitte jamais des yeux la personne qui est en difficulté. Comme ça, si avec le courant ou avec le vent, la personne dérive, on saura toujours où elle est. Si vous êtes seul, vous prenez un point de repère, donc ça peut être les grosses bouées sphériques jaunes qu'on a, ça peut être un bateau au mouillage, ça peut être n'importe quoi, des cailloux, une digue, et vous essayez plus ou moins de vous repérer grâce à ça. Et si vous êtes seul, que les postes de secours sont fermés, le 18 ou le 112 à appeler. Est-ce que tout le monde connaît le 112, à quoi il correspond? C'est l'urgence, c'est la chef. Voilà. Alors, le 112, c'est ce qu'on appelle c'est le numéro d'appel d'urgence européen. Voilà. Donc c'est fait pour les étrangers, soit en France, chez nous, et puis pour nous quand on est à l'étranger. Voilà. Quand vous allez appeler le 112 en France, vous allez tomber sur quelqu'un qui parle français, et il va vous passer un interlocuteur qui parle votre langue. Alors, à savoir que ici dans l'Hérault, c'est une plateforme privée qui s'en occupe. Ça ne tombe pas aux pompiers à Montpellier. Et à l'international, national. Voilà. Quelques États du nord de l'Europe. La charte du citoyen. Là, je vais laisser parler mon collègue Lionel parce qu'il y en a beaucoup à lire. Alors, la charte du citoyen de la mer, c'est le citoyen de la mer responsable. Hein. Donc, ce qui est le plus important, c'est s'informer au mieux du milieu maritime qu'il va pratiquer. Donc, la météorologie, les marées, courants, hydrographie, phénomènes particuliers locaux, réglementation spécifique. Hein, parce que chaque zone de navigation est particulière. Si on navigue sur le Cap d'Agde, ou qu'on va naviguer sur Collioure, ou qu'on va naviguer sur Port-Camargue, les plans d'eau sont différents, ce ne sont pas les mêmes vents, ce ne sont pas les mêmes courants. Et sur le Cap d'Agde, on a le Brescou, on a le Diamant. Si on va sur Port-Camargue, après on va se retrouver avec les bancs de sable. Donc chaque zone est vraiment spécifique. Ce qu'il faut, c'est s'informer et surtout bien respecter, je dirais, tout ce qui est balisage. Parce que le balisage, certains nous disent des fois, bah oui, mais autour du Diamant, il faudrait mettre plus de bouées. Oui, mais alors en Bretagne, on fait comment hein, ou même une fois, on me dit, pourquoi on ne fait pas péter ce rocher, puis on n'en parle plus, quoi. Oui, mais on fait comment en Corse également. Hein, donc, chaque zone de navigation est particulière, et à chaque fois, il faut bien s'informer et toujours respecter la réglementation. Après, on peut se permettre des petits encarts quand on maîtrise parfaitement la zone, mais en dehors de ça, toujours être très, très, très vigilant. Voilà.
Hein. C'est toujours connaître ses limites. C'est vrai que on a tous l'impression qu'on a déjà vu pas mal de choses, mais bon, il faut rester humble, devant la mer, il faut rester humble. De toute façon, les anciens disent, elle sera toujours plus forte que vous. Hein, si on prend des anciens, moi je vois par rapport à mes grands-parents, ils ne savaient même pas nager. Par contre, c'était des navigateurs, mais ils ne savaient pas nager. Et donc, ils avaient peur de l'eau. Et ce qui les surprenait, c'est de voir que nous, par contre, à l'âge où on a, enfin maintenant j'ai un peu plus de 60 ans, on sautait dans l'eau, on va plonger, on ne s'occupe de rien. Et ils en avaient peur, ils disaient surtout, vous connaissez bien, et elle sera toujours plus forte que vous, un jour elle vous aspirera. Sinon. Voilà, ma grand-mère me disait ça. Et ça, il faut le garder en tête. Il faut le garder en tête. Voilà. Donc, quand on part en mer, c'est connaître et maîtriser son engin. Donc, les manœuvres, ses caractéristiques, la tenue lumière, bien entendu, et l'arrêt de la conduire. C'est la station de sécurité. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est le capitaine, on sait où il y a la bouée, on sait où il y a les gilets, on sait où il y a les fusées, on sait où il y a les VHF. Il faut, selon la navigation qu'on fait, bien entendu, si on va se mettre à la salle à manger, à l'avant-port ou derrière Brescou pour accueillir quelques moules, je dirais le problème est un peu différent, mais quand on part un peu plus, ce qu'il faut, c'est que chaque personne à bord ait un maximum d'informations sur la marche du bateau. Si la personne tombe à l'eau, on nous a montré un petit film, c'était dit, qui nous a montré le jour, qui était très à la conférence entière. Et effectivement, c'est une personne qui tombe à l'eau, il a un équipier avec lui, mais il ne sait pas comment arrêter le bateau, comment affaler les voiles, et puis c'est tout. Et puis le bateau s'en va, et les personnes se noient. Vous pouvez retrouver ça sur sortirenmer.com. Une petite vidéo que Gigoten, le fournisseur de vêtements, a faite, qui est assez angoissante et qui est assez réaliste à voir. Sortir en mer, Ouais. Donc, connaître l'état de préparation de son équipage et s'assurer de son équipement de sécurité individuelle. C'est un peu de ça également. Se prépare à l'éventualité de devenir lui-même un sauveteur. Hein, parce qu'en mer, c'est comme ça que ça doit se passer, la solidarité. Et quand il y a un problème en mer, le premier message qui est donné avant même d'appeler les secours SNSM, c'est un mayday à tous ou un pan-pan avec la zone pour demander assistance à tous les bateaux dans le secteur et prêter une veille attentive. Hein. On entend tous à la VHF en attendant que justement des moyens soient mis en place par rapport à l'incident. Hein. Surveiller son environnement lorsqu'il sort en mer, de manière à détecter rapidement toute anomalie ou tout danger affectant une personne en difficulté. Donc ça c'est justement pour être toujours à l'observation, hein, parce que s'il y a des tirs de fusée et qu'effectivement on est dans le bateau et puis sous pilote auto et qu'on bouquine, c'est sûr qu'on ne peut pas le voir. Donc ce qu'il faut, c'est quand même avoir une certaine veille en permanence, parce qu'on n'est jamais tout seul sur l'eau. Déjà parce qu'il faut surveiller ce qui se passe dans le bateau, on peut avoir un pont d'armes, on peut avoir un conteneur, on peut heurter, il y a des bateaux qui coulent parce qu'ils heurtent des objets flottants, et puis aussi par rapport à ce qui peut se passer sur les autres bateaux à côté. Quand on croise un bateau, ce qui est bien, c'est de faire un petit coucou, ou des choses comme ça, pour montrer qu'on s'est vu, et puis s'il y a quelque chose comme ça, des signes de détresse, c'est important. Voilà. Donc il faut quand même bien surveiller son environnement et ce qui se passe. Hein, porter spontanément secours aux personnes en difficulté dans mesure de capacité, donc et alerter, comme je viens de le dire, hein, parce que la personne n'a pas forcément la VHF, le téléphone, et ne pense pas, et préfère appeler que d'intervenir elle-même. Donc, ensuite, entretient sa connaissance sur les habitudes et contraintes des autres acteurs qui pratiquent son environnement maritime. Ne se départit jamais des courtoisies dans ses contacts avec eux. Oui, ça paraît logique. La courtoisie en bateau, c'est quand même assez important. C'est vrai que quand on est dans les ports comme au Cap d'Agde, au mois d'août, c'est pas toujours. On ne l'a pas tout le temps. Hein. Il y a des jours où on se dit pourquoi je suis sorti, j'aurais mieux fait le reste. On apprend l'argot. Je vous en prie. On apprend l'argot comme ça. Non, monsieur Levent, monsieur Levent. Moi Non, c'est pas lui. Parce C'est pas toujours évident. Non, je dis que c'est pas sur le cas. Oui. Hein. Ah, si, vous l'avez dit, ça va. La courtoisie. Bon, respecter scrupuleusement l'environnement,
oui, ça c'est... Il faut pas pisser dans l'eau. Surtout qu'au Cap d'Agde, on n'est pas Villon Bleu quand même. Ah, t'es dit pas Villon Bleu, Cap d'Agde, là. Oui. On respecte. C'est dans l'eau, c'est pas un grave problème. C'est Vous avez dit commandement du plaisancier, ça c'est un peu humoristique avant de partir. Toi, tu peux remettre la photo. C'est un peu humoristique, mais bon. Mais c'est les détritus qu'on jette dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Bon, Il faut mieux oublier sa culotte que son gilet. Donc voilà, la plaisance c'est une activité de détente, mais il ne faut pas pour autant la prendre à la légère. Donc on va voir un peu tout ce qu'il faut avant de partir, une fois qu'on est en mer. Donc déjà, première chose, c'est vérifier l'état du navire après hivernage. Donc là on est en pleine saison, donc on arrive au début de l'été, tout le monde reprend ses bateaux, on les a laissés un peu cet hiver. Donc quand on dit vérifier l'état du navire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas une durite qui fuit, faire tourner un peu les moteurs, voir s'il n'y a pas de problème au niveau de tout ça. Vérifier les vannes, que les vannes elles ferment bien, qu'elles s'ouvrent bien, qu'il n'y ait pas de fuite, toutes ces choses-là. S'assurer qu'on ait du carburant aussi, parce que ça nous est arrivé de prendre un bateau en remorque. La personne m'a dit, mais mon bateau il sort d'hivernage, il m'a dit que je pouvais partir. Oui, mais quand on vous déshiverne le bateau, c'est pas pour autant qu'on vous fait le plein. Contrôler les équipements de sécurité. Donc c'est tous les gilets de sauvetage, tout ce qui est les fusées. Quand on dit les vérifier, au niveau des fusées, ça va être les dates de péremption, qu'elles n'aient pas pris l'humidité, les gilets qui ne soient pas déchirés, qu'il y en ait assez par rapport au nombre de personnes que vous êtes à bord. Vérifier que votre VHF, qu'elle fonctionne bien, si c'est une VHF portable, qu'elle ait de la batterie, toutes ces choses-là. Posséder un moyen de radio VHF fiable et le contrôler. Donc, comment le contrôler? Donc, déjà vous l'allumez, s'il s'allume et qu'il marche, après il faut voir si on arrive à émettre. Donc tout simplement c'est faire un appel au crossmètre pour faire un essai radio. Il s'en fait plein tous les jours comme on peut entendre. Et là vous êtes sûr que eux ils vous entendent bien et vous les entendez bien. Ayez toujours à bord de votre bateau votre survie, pour votre survie. Donc des boissons, un petit peu de nourriture, une pharmacie, pendant une manœuvre, on se coince un doigt, quelque chose comme ça, voilà. Un peu, quelques compresses, un peu de désinfectant, un pansement, et voilà. Et quelque chose d'important, prendre la météo avant d'appareiller. Voilà. Maintenant il y a plein de sites sur internet qui nous donnent la météo. Il y a le site de Info Cap d'Agde où vous pouvez avoir la météo dessus qui est actualisée tous les jours. Et comme dans tous les ports, affiché à la capitainerie, vous avez la météo du jour. Plus les BMS qui passent à la VHF. Le coup de vent d'hier après-midi, j'étais sur l'eau sur le coup de 10h, 10h30, hier matin, il y a de la BMS qui prévenait. Donc, et puis, quand on a un BMS en Méditerranée, en principe ça arrive. Alors, parce que des fois, on a le BMS, on dit oh, c'est pas grave, on verra bien. En principe, quand ils le font, il vaut mieux se mettre à l'abri et essayer de faire. Oui, en plus, en plus, on a la caméra qui montre l'état de la mer. Aujourd'hui, on a les caméras sur les mises à l'eau. Le port du gilet de sauvetage doit être systématique. Donc on se dit, on va pas loin, on va grignoter, on va derrière Brescourt. Voilà, on n'est pas à la même de glisser sur le pont, de faire une chute et de se taper la tête contre quelque chose. Voilà. C'est sûr, c'est encombrant, ça prend de la place. Quand l'été, ça tient chaud, ça fait des marques de bronzage. Maintenant ils en ont fait, c'est plus comme avant, les brassières, voilà, vous en avez qui se déclenchent tout seuls, avec de l'eau, ils sont plus légers, ils prennent moins de place. Voilà. Essayez d'en avoir toujours un sur vous. Naviguer en famille. Lors des manœuvres délicates, cantonner les enfants à l'intérieur du bateau. Voilà, bêtement, hein, c'est sûr que c'est embêtant d'avoir les enfants au milieu des pattes quand il faut amarrer le bateau. Pardon. Mieux vaut être plusieurs personnes expérimentées à bord d'un bateau. Donc, comme disait Lionel tout à l'heure, montrer à chacun où va situer les engins flottants, où situent les pinoches, les écopes, les gilets de sauvetage, voilà, toutes ces choses-là, parce que c'est pas spécialement vous qu'allez aller les chercher pour les autres.
si vous êtes en train de faire une manœuvre et que c'est quelqu'un d'autre qui doit aller les chercher, plutôt qu'il mette 10 minutes à ouvrir tous les coffres du bateau, si vous lui avez dit avant d'appareiller, les gilets sont là, de suite il saura où aller. Restez à bord, ne quittez jamais votre bateau tant qu'il flotte ou votre planche à voile. Donc en cas de problème, si c'est juste un problème moteur, ça sert à rien d'aller se jeter à l'eau. Si votre bateau prend l'eau, tant que vous pouvez rester sur le pont, restez-y, vous serez plus en sécurité dessus que dans l'eau. Toutes ces petites choses-là. Je sais pas si Lionel, tu as autre chose à... Rester dessus, plutôt dans l'eau. Ce qu'on ne parle pas quand on parle des gilets, c'est au début, c'est qu'aujourd'hui, ayez des moyens lumineux de repérage. Hein, c'est qui que ce soit, et on a encore fait des éditoriages il y a 3 semaines, avec la sécurité civile et les pompiers d'Agde, et les pilotes d'hélicoptères nous disent, mais rien qu'une lampe torche, hein, sans compter même les feux éclats, que se voit à 20 000, c'est ça, à peu près, rien qu'une lampe torche, le pilote d'hélicoptère, qui lui a une vision différente de nous sur l'eau, il dit c'est incroyable. Donc on parle de gilets, et puis quand on revient pour justement pas se mettre à l'eau, je me souviens ce que m'avait dit un jour Raymond Bresson, parce que ma survie dans mon bateau, quand je vais à la pêche, hop, elle est rangée. Elle est rangée, elle n'est pas très accessible. Et puis un jour, il était venu me voir avec son petit annexe au ponton, là où j'étais. Et puis on parlait comme ça. Et puis il me dit, mais quand tu pars à la pêche, là, ta boîte à 2000 ou 3000, quand c'est au mois de février, si jamais tu arrives à un truc, tu dois te mettre à l'eau. Tu seras bien content de la survie, mieux que le gilet. Hein. Il a raison. La survie, c'est vrai que c'est au-dessus de 6000, mais quand on navigue toute l'année, et dans une eau qui est quand même relativement froide ici, moi j'ai retenu ce qu'il m'avait dit Raymond, hein, effectivement je serais certainement mieux dans ma survie, parce que de toute façon elle sera perdue, elle partira avec le bateau, s'il doit couler, plutôt que d'être tout seul dans l'eau avec mon gilet, sans combinaison, et partir en hypothermie. Quoi. Voilà. Donc la survie, c'est pas seulement au-dessus de 6000. C'est bien toi Raymond qui m'avait dit ça. Oui, tout à fait. Je le confirme, si au mois de février tu tombes à l'eau vers Brescourt, il n'y a personne. La durée de vie dans l'eau, là, vous qui êtes des spécialistes, c'est combien? Par 10 degrés. 10 degrés, c'est quelques minutes. À 10 degrés, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Combien 10 minutes, un quart d'heure, après qu'on vient de vous chercher. On est tombé en hypothermie. Et là, son âge, ça dépend de beaucoup de choses, de la physiologie de la personne. Et la survie, il n'y a pas oublié d'amarrer au bateau. Il ne faut pas qu'elle soit dans mais ça, il y aura une démonstration dans des coffres. Inaccessible. Un bateau, ça peut être très long à couler comme ça peut être très rapide. Voilà, il n'y a pas de règle. Des fois, ça peut prendre des heures, comme des fois, en un quart d'heure, il nous change. Cet après-midi, après la démonstration qui a lieu à 15h pour la SNSM avec les pompiers, juste après, il y aura une démonstration de percussion de survie. C'est des survies qui ont été faites sur des chips, qui viennent d'être périmés. Comme ça, si vous n'avez jamais utilisé, venez au plus près pour bien voir. Parce que c'est vrai que jeter la survie dans l'eau, on ne fera rien. Hein. Naviguer avec... En cas d'incendie. Oui. La survie, c'est Oui, faire. c'est sûr. Ah bah oui. Il faut se casser du bateau vite fait. Ah oui, oui. On est sorti à l'intérieur. Naviguer avec des enfants. Donc, si demain vous voulez partir avec vos petits-enfants, voilà, il y a quelques petites, on va pas dire des règles, mais des petites choses à faire pour que le voyage se passe bien pour l'enfant et pour vous. Donc la première chose, c'est que l'enfant ait une tenue correcte. Donc c'est pas d'avoir des petites sandales sur le pont. Maintenant, dans tous les magasins, que ce soit Decathlon ou les magasins d'accastillage, on trouve des petites sandales avec des semelles antidérapantes qui tiennent bien aux pieds de l'enfant. Si l'enfant n'a jamais mis les pieds sur un bateau, c'est peut-être que d'avant de partir pendant 4 heures en mer, c'est de lui faire une approche de ce que c'est le bateau, donc de lui faire visiter, de le laisser découvrir, mais tout en restant à quai. Embarquer toutes sortes de jeux. Pourquoi ça change? Pardon. Embarquer toutes sortes de jeux à bord, parce que si vous partez en croisière ou je sais pas, par exemple vous partez sur Marseille ou quoi que ce soit, pour éviter que le voyage soit long pour lui, qu'il soit dans vos pattes, qu'il vous embête, voilà, des jeux de société qu'il puisse faire avec quelqu'un, et pour lui le voyage se passera mieux. Pendant la navigation, vous devez faire preuve d'une vigilance de toute instance.
Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, jamais laisser l'enfant aller jouer seul sur le pont avant ou sur le pont arrière sans qu'il y ait quelqu'un pour le surveiller. Limiter les heures de navigation. C'est comme en voiture, au bout d'un moment l'enfant il en a marre, il a envie de bouger, il a envie d'aller courir. Donc, si c'est possible, si c'est sur un grand trajet, de faire une pause dans un port ou quoi que ce soit, pour que l'enfant puisse aller se défouler. Le port du gilet de sauvetage pour un enfant doit être obligatoire. On en voit souvent qui partent en voilier avec des enfants à bord, ou même des bateaux à moteur, où les enfants n'ont pas de gilet de sauvetage. J'ajouterais sur les pontons. Si vous avez un gamin de 4-5 ans sur le ponton qui court, moi ça m'arrivait, hein. Ma petite fille est tombée à l'eau, une fois, elle ne savait pas nager, j'ai eu la chance qu'il passait quelqu'un à ce moment-là, sinon on ne la retrouvait pas. Les gamins ils courent, à un moment donné ils se foutent au bouillon, ils ne savent pas nager. On n'y pense pas, hein, le premier. Mais si ça nager, Là, on parle d'enfants, mais aussi les animaux de compagnie. Parce que les animaux de compagnie, on voit maintenant de plus en plus de personnes qui mettent un gilet à leur chien, parce que c'est vrai qu'un chien sur un bateau, ça tombe à l'eau aussi, il peut glisser sur un ponton, ou en navigation. Après, quand on dit gilet de sauvetage, c'est bien sûr un gilet de sauvetage adapté à un enfant. On ne va pas aller mettre à un enfant de 5-6 ans un gilet pour adulte. Voilà. Un gilet adapté. Donc c'est bien des gilets adaptés. Donc là on se répète, comme tout à l'heure, pendant les manœuvres, l'enfant, s'il peut être à l'intérieur du bateau, donc là, il n'est pas sur le pont, il n'y a pas de danger pour lui, il n'y a pas de danger pour vous, est-ce qu'il vous gêne ou quoi que ce soit dans les manœuvres. Comme tout à l'heure encore, attention au coup de soleil chez un enfant. S'il joue sur le pont arrière et qu'il n'y a pas le taux, essayez de lui mettre un t-shirt, de la crème solaire, pareil, adaptée aux enfants. Voilà, le t-shirt pour éviter les coups de soleil au niveau du torse, des bras, et de la crème solaire sur le visage. Et aussi des lunettes de soleil, adaptées aux enfants. Faites boire souvent votre enfant pour éviter la déshydratation. Ça c'est les conseils de base. Attention au froid et à l'humidité. Donc pareil, comme si vous partez en croisière ou quoi que ce soit, essayez d'avoir un petit pull, un kawaii pour vous et pour l'enfant. Ne jamais laisser un enfant seul à bord. Donc vous êtes à quai, on va dire comme disait Raymond tout à l'heure, il y a le copain d'à côté qui vous appelle, vous dites au petit reste là 5 minutes, je reviens, à éviter. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire, il peut toucher, si vous avez oublié les clés sur le contact, il peut toucher aux manettes, il peut chuter dans l'eau. Voilà. Il y a un enfant qui tombe entre deux bateaux, il suffit qu'il se cogne la tête, après je vous laisse deviner la suite. Au mouillage, pensez à tendre le taux d'été, voilà, tout simplement pour éviter les coups de soleil. Attention aux cales moteurs ouvertes, donc si après des heures de navigation vous dites tiens je vais aller voir ce qui se passe là-dedans, voilà, faites attention si le petit joue autour, quoi. Voilà, qu'il n'aille pas tomber dedans, il peut se faire mal, il peut se brûler avec les moteurs. Voilà. Ne jamais relâcher votre surveillance, y compris pour la baignade autour du bateau. Donc souvent on lui met un gilet au petit, il se baigne autour, voilà, toujours qu'il y ait quelqu'un qui l'ait à l'œil. Ça arrive souvent, il va pouvoir vous en parler tout à l'heure, vous êtes au mouillage, vous vous baignez autour, les bateaux ne font pas spécialement attention à vous, ils vous passent à côté. Voilà. Si vous baignez autour du bateau, bien rester autour du bateau, et si en plus c'est un enfant, le mieux c'est d'être avec lui dans l'eau. Et ne pas oublier d'avoir une échelle pour remonter. Oui. Ça, après à savoir que c'est obligatoire, à l'intérieur de toute embarcation, vous devez avoir un dispositif de remontée pour un homme à la mer. J'en étais où? Voilà, ne laissez pas vos clés sur le bateau. Il y a quelques années, c'était arrivé au carburant au Cap d'Agde. Il y avait eu un petit souci. Brescoux. Ils ont ramené l'enfant au carburant pour que les pompiers prennent en charge. Voilà. C'est arrivé autour de Brescoux. Pareil, c'était une petite fille qui se Plus de baignait. 10 ans de mémoire. Ouais, les clés étaient restées sur le contact, moteur allumé, et quand le papa, je me dis si je me trompe, quand le papa a voulu remonter sa fille à bord du bateau, le garçon, enfin son deuxième enfant qui était à bord, a touché la manette des gaz. Malheureusement, la jambe de la petite fille est passée dans l'hélice. Donc c'est pour ça que... Les gens de la station, c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, hein, d'après ce qu'ils nous ont dit. Nous ne sommes pas intervenus, puisque c'est eux qui sont revenus avec la fillette.
Vous accrocher. verrez déjà la photo que tu l'as incorporée tout Ouais, à l'heure. non, Vous verrez tout à l'heure, mais déjà ce que ça peut faire une hélice. Vous verrez tout ça. Accrocher les porte-clés, accrocher les clés à un porte-clés flottant. Si le petit il joue avec, puis que ça lui prend, comme font souvent les enfants, de jeter les choses, si jette les clés par-dessus bord, et que vous êtes à 3000, il va y avoir un souci pour rentrer. Alerter les secours en cas de détresse. Donc quelqu'un va alerter les secours. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà eu à le faire pour des choses. À part. T'as fait ça ou pas? Non, non. Voilà, donc quelqu'un va pouvoir alerter. Il va falloir alerter les secours. Lorsqu'il y a un homme à la mer, vous avez un incendie à bord, qui s'est produit une explosion. Lorsque vous avez une voie d'eau, un abordage, quand vous êtes désemparé et à la dérive, quand vous êtes échoué, quand vous avez chaviré, quand le navire est en train de sombrer, ou quand vous avez abandonné le navire pour une raison X ou Y. Donc pour passer un message de secours, donnez au secours les informations suivantes. Donc déjà la première chose très importante, c'est là où vous êtes. Il n'y a pas très longtemps, je sais plus si c'est toi ou Michel qui me disait qu'un monsieur avait appelé les secours, il avait dit on est en face du Luna Park. Ouais, en face du Luna Park, les manèges qui est au Cap d'Agde. C'est vrai qu'en mer on la voit de. Ouais, mais il y a- les photos, On peut confondre via c'est le cap. on les voit partout. Ça peut être, voilà. Si vous avez un GPS, la position GPS, si vous avez des téléphones de style dernière génération, vous avez des applications gratuites qui vous donnent vos positions GPS en mer. Deuxième chose, la nature du sinistre. Est-ce que vous avez le feu? Est-ce que quelqu'un est tombé à l'eau? Est-ce que vous êtes en train de couler? Est-ce que vous êtes mis sur le diamant? Ces choses-là. Le nombre de personnes à bord, et je préciserai même s'il y a des enfants à bord. Le nombre d'embarcations. Comment les alerter? Donc deux possibilités. Canal 16 par VHF, que vous devez veiller quand vous êtes en navigation, ou par téléphone. Donc si vous avez le numéro du cross, vous faites le cross directement, ou le 112. Et le 112 vous rebasculera au crossmed. Comment formuler son message de détresse? Par VHF. Donc vous savez qu'il existe deux types, on va dire, d'alerte. Donc il y a le Mayday et le Pan-Pan. Parce que des gens connaissent la différence entre les deux. M'aider, c'est quand il y a la vie qui est en jeu, quoi. Quand on est en train de couler. M'aider, c'est. Voilà. Mayday, c'est grave, on va dire. Très grave. Et le pan-pan, on va plus l'utiliser pour une panne moteur. Voilà. Vous êtes pris dans les filets vers Marseille, toutes ces choses. Mayday, c'est il y a un homme à la mer, vous avez le feu, quelqu'un s'est blessé gravement, voilà, toutes ces choses-là. Vous Un êtes risque de perte de vie imminent. imminent. C'est l'urgence Vous êtes en train de absolue. couler. Là, on va utiliser le Mayday, et sinon, dans tous les autres cas, on va utiliser le pan-pan. Donc, comment formuler son message? Donc, que ce soit le Mayday ou le pan-pan, on va le répéter 3 fois. À la VHF, pas au téléphone, à la VHF. Type et nom de l'embarcation. Donc, bateau à moteur, du nom, comme vous le voulez. On le répète 3 fois aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le feu, j'ai une panne moteur, voilà. Ce qui vous arrive. On est où? Donc on est position là. Ou alors on est sur le diamant. Ou voilà. Là où vous êtes. Le nombre de personnes à bord. Et on finit par ici le bateau terminé. Voilà. À Mais savoir- bon, pour l'avoir vécu, quand on appelle le 16, le cross, etc., eux, vraiment, bon, d'abord ils répondent très rapidement, enfin, il suffit de lancer un message ou deux, et puis ensuite ils nous aident, ou ils nous canalisent en disant bon, vous êtes où, faites quoi, qu'est-ce qui se passe, combien de personnes, Après, si pour ils eux, prennent en charge
Ouais. Et Ils reprennent s'ils la restent en procédure. contact Ils reprennent en la permanence. procédure, de toute Parce façon. qu'il y a, Il reste en parce qu'il y a- contact. il y a un, il y a un Il y a un trait- un suivi. stress dans le bateau déjà. Hein, donc il nous Si nous pour, eux, oriente un petit peu, si vous voulez. si pour eux il va leur manquer quelque chose, ne vous inquiétez pas si vous avez oublié de dire, parce que ça peut arriver dans la panique, tout bêtement de là où vous êtes. Eux ils vont vous le demander. Et après il ne faut pas croire qu'ils vont vous laisser comme ça. Ils vont peut-être vous demander de dégager sur une autre fréquence. Et là, si je prends le cas une personne blessée à bord, ou vous êtes en train de couler, ils vont vous donner les conduites à tenir. Ils ne vont pas vous laisser seul en attendant les secours. Ils vont vous dire au maximum ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Voilà, ils vont toujours rester en contact avec vous. Vous n'allez pas être, une fois que vous les avez appelés, vous n'allez pas être seul. Il faut penser qu'ils sont là derrière. Je sais qu'on est suivi, ils Voilà. nous rappellent si tout va bien, comment ça se passe. Vraiment, nous, enfin, pour l'avoir vécu, comme disait mon mari, on a été vraiment pendant longtemps assistés. Hein, Voilà. déjà par VHF, on était assistés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Après, sur le canal 16, vous allez entendre à ce moment-là, donc si c'est un Médé ou un pan-pan, un pan-pan. D'où l'importance, comme on disait tout à l'heure, si c'est dans la zone dans laquelle vous êtes en train de naviguer, de vous y rendre. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe et si demain ça vous arrive, vous serez content qu'un bateau vienne à votre rencontre pour vous aider. Là, on est parti dans l'hypothèse où le cross a répondu. Mm. Donc c'est vous qui émettez. Et on peut se mettre dans le cas aussi où vous êtes navigateur sur l'eau et vous entendez un Médé, un pan-pan, et personne ne répond. Dans ce cas-là, ça veut dire que le cross ou un sémaphore n'a pas pris en compte pour des raisons peut-être de distance. Et dans ce cas-là, vous devez faire ce qu'on appelle le Médé ou le pan-pan relais. Hein, pour justement se rapprocher au fur et à mesure et que les autorités puissent à un moment avoir cette information. Dans ce cas-là, on relance le même message en mettant Médé, 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 relais, hein, et on précise bien que c'est un relais. Un relais. Voilà, jusqu'au moment où le cross-med ou un sémaphore prendra le retour. Bon, moi je dirais, c'est tout l'intérêt d'avoir la VHF, parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui disent j'ai un portable. Bon, le portable, on peut appeler le cross à condition qu'on ait du signal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la vedette, on a un système de Goyo. Si vous émettez en VHF, on va vous localiser tout de suite. Ce qui n'est pas le cas avec les portables. Je pense que c'est un élément de sécurité majeur. Après, Et qui est tendance, parce que le mariage, oui, j'ai mon portable. Portable, tu sécurises pas. Après, tu pars, t'as un gars qui lève les bras, on y va. C'est vous qui nous appelez. Non, nous, c'est vous. Puis le gars qui est en rideau, il ne bouge pas, il est tétanisé. Je ne me souviens plus, lui et Marilyn, est-ce qu'on vous avait fait compter jusque 10 pour vous localiser avec la Gogneux? Oui. On l'avait fait avant. Oui, jusqu'à 10, oui. Donc on vous a localisé pour aller plus rapidement Oui. à la Gogneux. Oui. Hein, oui, c'est vrai, c'était total radio. Moi, je rajouterais quelque chose. Ne vous fiez surtout pas à vos portables. Parce que dès que vous éloignez de la côte, vous passez plus. On passe plus, non. Ouais. Donc, ne passez pas en disant j'ai mon portable, je suis à 2000. Le vent vous pousse un peu, vous êtes à 3-4 000, ça passe. Et puis le portable, il n'y a que le cross qui l'entend. Si vous appelez le cross, il n'y a que lui avant de relayer le Ouais, message. pas de relais. Tandis qu'à la VHF, tous les navigateurs peuvent Donc, l'entendre. lui et Marilyn, Même ouais. le cross n'entend Oui, pas. il n'entend pas. Vous pouvez appeler personne. Hein. Ouais. votre portable il prend Le l'eau, il ne VHF. marche plus. Votre VHF portatif, elle prend l'eau, elle continuera toujours à fonctionner. Et 6000. Pas plus de 6000. Vous pouvez jusqu'à 8000 des fois, ça dépend où vous êtes. Mais un portatif. mais lui et Marilyn, on avait été appelés vers quelle heure du matin pour 2 heures. 2 heures du matin. 2 heures du matin. Donc une mer, la pluie, enfin des éléments vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours les larmes aux yeux maintenant qu'on se rencontre un peu, parce que c'est comme ça. Et c'est la Gogneux qui nous a permis qui a permis au patron, qui était Régis, Oui. de les localiser beaucoup plus rapidement. On les aurait trouvés à un moment, parce qu'ils avaient encore les feux de mouillage, les batteries n'étaient pas noyées. Il y avait de l'éclairage, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais bon, un feu de mouillage par rapport à la Gogneux, il prend directement, ça évite de faire Par contre, ce que on s'est dit après, on n'a pas pensé à tirer une fusée. Pour vous... Non, vous l'aurez demandé si on ne vous les avait pas on s'est dit, localisés. on aurait pu tirer une fusée pour Oui, nous localiser. mais plus ça, on vite. vous le demande. Si on ne vous trouve pas, on vous le Et demande. on n'a pas eu ce réflexe. Non, mais avec la Alors qu'on Gogneux, les avait, quoi. avec la Gogneux, en comptant lentement jusque 10, on reprend Oui. votre azimut et on va. On a des réflexes. C'est pour ça qu'on a L'habitude de cet faire, instrument mais qui ça, vous avez raison. certaines personnes pensent qu'il existe vos fusées. Les Gogneux, c'est Ah ce qu'il y oui, avait avant le d'accord. GPS, D'accord. mais aujourd'hui, nous, on D'accord. continue à l'utiliser. Enfin, Ah tous les oui. bateaux, Surtout qu'il y a les des bateaux fusées. SAR, chercheurs à rescue. Par rapport
servant justement à localiser les missions VHF. C'est pour ça que je dis, c'est dans le cas où les maîtres vérifiés. Tout à fait. Sinon, vous faites tirer le fusée. C'est pour ça que vous faites compter jusqu'à 10. Nous avons eu le cas même une fois, quand on avait fait la première sortie avec le nouveau jet ski, on était dans une purée de poids et il y a eu une alerte. Donc on est en exercice, mais bon, on n'est pas en alerte. Et l'hélicoptère est parti. Donc par rapport à ce que nous avait donné, c'était Semaphore 7, je crois, ce jour-là, qui nous donnait l'indication, on était dans la bonne direction, parce que quand l'hélicoptère est arrivé sur zone, on avait bien l'azimut de l'hélicoptère, donc on savait qu'on était sur la bonne direction. Mais l'hélicoptère ne voyait rien. Et pourquoi? C'est que le bateau était au sein de Paris de la Mer. Et à un moment, l'hélicoptère a demandé de tirer une fusée parachute, parce que pour que ça passe au-dessus de la brume, parce qu'elle monte à 300 mètres, une fusée parachute. Apparemment, il n'y en avait pas. Enfin, nous, on n'avait que le retour de l'hélicoptère, on n'avait pas de requérant, puisqu'effectivement, il était au sein. C'est ce que nous supprenons d'ailleurs. On pensait qu'il avait pas une de radio, mais bon, nous, on n'avait que le sémaphore, l'hélicoptère, mais jamais de requérant. Et puis, en fin de compte, à un moment, l'hélicoptère, la présence d'esprit dit, vous êtes dans quel environnement? Que nous, on ne sait pas où s'arrête la brume, mais l'hélicoptère, eux, en montant, ils arrivent à voir. Et on n'a pas entendu les réponses. Et de là, l'hélicoptère a dit, ils ne disaient pas qu'ils étaient dans la brume. Donc, s'ils ne sont pas dans la brume, ils n'étaient pas dans cette zone-là. Voilà. Donc, par chronologie, on arrive à remonter, mais on perd du temps. C'est pour ça que mieux on utilise les bons moyens au bon moment, plus on gagne de temps par rapport à ce qui se passe. Juste pour finir sur la VHF, à l'époque, il vous fallait une petite licence pour pouvoir utiliser une VHF. À savoir qu'aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Donc, vous pouvez posséder une VHF mobile, donc en portatif ou fixe, sans licence. Et maintenant, elles sont à des prix très abordables. Voilà, à partir de 75-80 €, vous pouvez avoir une VHF. Sans CRR. Sans CRR. Mais il faut la licence qu'il y avait avant, il faut la la licence. Ce qu'il y avait maintenant, la licence elle est gratuite. Ce qu'il y avait avant, c'est qu'il fallait payer la licence à la fois pour la portable et pour la fixe. Maintenant, ça a disparu. Et donc, quand vous achetez une VHF, vous la déclarez, vous recevez la licence automatiquement et gratuitement. L'agence nationale des fréquences radio. Il y a un numéro qui est enregistré aussi. Comment? Oui, on a un numéro qui est enregistré. Oui. Non, parce que vous l'avez pas déclaré. Quand tu reçois ta licence, On a une fixe, on a un régime portable. De rester le plus longtemps possible à bord, parce que de leur embarcation. On l'a dit. on l'a dit. Moi, vous recevez la licence en début d'année, puisque c'est systématique et ça marche très bien. Vous avez toujours le formulaire pour déclarer les modifications de matériel embarqué. Donc, il suffit de renvoyer, vous mettez, j'ai supprimé celle-ci, ou j'ai remplacé celle-là, ou j'ai une portable en plus, et ça marche tout seul. Et si on appuie sur... La licence est obligatoire. Sur le bouton rouge, là, ça donne tout de suite. Ils savent qui c'est sur le bouton rouge. Alors, vous allez sur Internet, vous prenez le site ANFR, On a un numéro d'enregistré, donc automatiquement ça doit donner vous l'envoyez, ça marche tout seul, et c'est très bien. Tous les ans, j'en ai reçu systématiquement. Voilà. C'est obligatoire. Vous pouvez le verbaliser si vous n'avez pas la licence. C'est une fixe. Le CRR, Je me rappelle que j'avais déclaré. le cas restreint de radiotéléphonie. Oui, voilà. En France, On est enregistré. si vous allez en Espagne, le CRR est encore obligatoire. C'est juste les côtes françaises. Je parle de Méditerranée là, après il y a les autres là-bas. Bien, on va parler un petit peu de la sécurité des chasseurs sous-marins. Alors, je rappelle que la chasse sous-marine, c'est un sport qui se pratique exclusivement en apnée. Donc, que ça soit bien clair pour tout le monde. Si vous envoyez en bouteille, c'est des braconniers, c'est pas des chasseurs sous-marins. Non, mais il fallait que je le précise. Bien, le chasseur sous-marin, de par sa capacité pulmonaire, on va dire, il est limité lorsqu'il s'immerge. Donc, il est obligé de faire régulièrement des allers-retours entre la surface et le fond. Et donc, pour se signaler auprès des usagers du domaine maritime, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les bouées ou les planches de chasse sous-marine. Alors, vous avez des bouées type saucisse, comme ceci. Alors, il y a, vite fait, il y a un enrouleur avec du fil pour pouvoir ancrer au fond, bien évidemment, quand on pêche sur une zone. Il y a la planche de chasse, ça c'est surtout utilisé en compétition de pêche sous-marine. Voilà, ça permet de transporter les fusils, du matériel de rechange, la petite fusée à main pour la sécurité aussi.
Vous voyez que nous aussi on pense à ça. Et donc il faut savoir que en fait on est censé évoluer autour de cette planche ou de cette bouée dans un rayon de 30-40 mètres maximum. Et c'est le problème qu'on rencontre souvent avec que ce soit des planchistes ou des bateaux à moteur ou des jet skis, c'est que les gens ne connaissent pas la signification de la bouée, de la planche. Alors la planche peut être surmontée d'un drapeau, que ce soit un pavillon alpha, une croix de Saint-André, mais le pavillon n'est pas obligatoire, contrairement à ce que certains pensent. Donc juste la bouée est suffisante. Donc voilà. Donc il faut, si possible, essayer, d'ailleurs c'est recommandé, donc tu peux afficher le petit tract qu'on distribue. Alors, donc, un plongeur en apnée peut remonter dans un rayon de 30 mètres autour de ses bouées. En passant plus près, vous mettez sa vie en danger. Vous ne respectez pas la réglementation en vigueur. Alors, la préfecture maritime dit qu'il faut passer une distance de 100 mètres. Donc en mer, soyez vigilants. Regardez devant votre bateau, on l'a dit tout à l'heure. Voilier, planche ou jet, pensez à la sécurité des autres usagers. Ne prenez pas le risque de devenir un meurtrier. Voilà. Alors il faut savoir que pendant que je suis ici avec vous en conférence, mes collègues du Harpon Club Agatois distribuent ces tracts dans l'avant-port, sur l'eau, en accostant les bateaux. Et c'est une opération qu'on fait de manière un peu autonome depuis 5 ans. On accoste les bateaux et on leur distribue ce tract pour leur dire prenez en compte ceci, parce que vous mettez la vie des chasseurs sous-marins en danger. Il faut savoir qu'à la mise à l'eau, il y a une stèle qui a été érigée pour un de nos camarades qui a été, alors ça ne s'est pas passé au Cap d'Agde, mais ça s'est passé à Biarritz, donc a été coupé par un bateau qui lui est passé dessus. Et en 2003, il y a eu un accident ici, sur le Cap, où alors que le chasseur était balisé, il était avec d'autres chasseurs, et les bateaux portaient le pavillon alpha, et ben, il y a une vedette rapide, on va dire, qui est passée au milieu. Et on va vous montrer ce que ça a fait sur le dos du bonhomme qui est en vie, heureusement. Voilà. Ça, c'est l'hélice. Donc il lui est passé sur tout le corps. Il s'en tire bien. Et si vous voyez la belle balafre, surtout au niveau de la colonne vertébrale, la deuxième en partant du haut. Donc c'est arrivé en 2003, sous les yeux. Heureusement qu'il avait un baudrier de chasse sous-marine, c'est-à-dire une plaque de plomb dans le dos. C'est ce qui a évité qu'il se fasse déchirer la colonne. Voilà, combinaison, on va dire, c'est le moindre mal. Ça. Mais s'il n'avait pas eu le baudrier, je pense qu'on ne le retrouvait pas vivant. Voilà. Donc ça c'est important. Après, le chasseur sous-marin, lui, il obéit aux mêmes règles que tous les autres usagers. C'est-à-dire que quand on reprend la charte du citoyen de la mer, un chasseur sous-marin, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui ne va pas aller se mettre à l'eau n'importe comment, c'est-à-dire qu'il va prendre la météo, il va déterminer sa zone de chasse en fonction de la météo, bien évidemment. Il va déterminer, en fonction de la zone de chasse, la profondeur d'évolution, parce qu'aujourd'hui, vous avez des chasseurs sous-marins qui pêchent régulièrement à 50 mètres, en apnée, il faut le savoir. Le dernier championnat de France un peu profond auquel j'ai participé, c'était à Cannes, en baie de Cannes, sur les îles de l'Airain. Moi j'ai chassé jusqu'à 38 mètres et le vainqueur, Guillaume Eugène, est un chasseur qui évoluait à 48 mètres, donc 10 mètres encore plus bas que moi. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu une idée. Donc il faut être capable, lorsqu'on va plonger à ces profondeurs-là, de choisir un équipier qui a de même force pour pouvoir venir vous chercher. Parce que c'est pas tout le monde qui peut descendre à 40 mètres. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à cette profondeur, vous flottez plus, vous descendez. Si vous avez un problème ou une syncope, vous descendez comme une pierre au fond. Il faut savoir que passer une certaine profondeur, qui est assez, quand on plonge, on appuie aux alentours des 20 mètres, des 15-20 mètres, et quand on dépasse, on tombe après, on tombe comme une balle. Voilà, donc le chasseur sous-marin, lui, va faire attention un peu à tous ces paramètres, il va se comporter comme les autres, je dirais, citoyens de la mer, il va respecter la charte, bien évidemment, parce que pour lui, sa sécurité dépend de tout ça. Mais surtout aujourd'hui, moi, le message que je veux faire passer, c'est aux autres usagers de la mer. Quand vous voyez ce type de signalisation dans l'eau,
ou sur un bateau, parce qu'on peut des fois plonger à partir d'un bateau, hein, donc il y aura forcément un pavillon alpha sur le bateau, et il y aura la bouée de toute façon systématiquement dans l'eau. Là aussi, un chasseur sous-marin, même s'il se met à l'eau à partir d'une embarcation signalée, donc avec le pavillon alpha, il doit quand même avoir avec lui sa bouée ou sa planche de chasse. Voilà. Donc, le message, c'est usagers de la mer, faites attention aux chasseurs sous-marins, respectez la signalisation. Alors là, j'aurais aimé, je ne sais pas s'il y en a des loueurs de bateaux, parce qu'on leur distribue le tract, mais ils n'en parlent jamais. Et moi, j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'étais sur les battues, un peu après le plateau de Rochelon, et il y avait 2 petits bateaux à moteur loués par des jeunes qui avaient 18-20 ans, et ils sont arrivés tout doucement. Alors que d'habitude, on entend les bateaux, puisque le son va à peu près 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc déjà, ça nous fait stresser pas mal, parce que nous, notre temps est limité, hein. Donc quand il faut remonter et qu'on ne sait pas si le bateau il est proche ou moins proche, parce que je vous dis, quand il est à 1 km, nous on l'entend comme s'il était à 200 mètres. Alors imaginez quand il est à 100 mètres, on a l'impression qu'il est sur nous. Donc ça c'est à prendre en compte aussi, il y a un stress. Hein. Et en plus, comme on est en apnée, qu'à un moment donné il faut bien qu'on remonte, on se dit, est-ce que le bateau ne va pas me passer dessus? Moi ça m'est arrivé 5 ou 6 fois. Hein. J'ai même une fois une palme qui est passée dans l'hélice d'un bateau. Hein. Bon, le gars, il avait un sapinou, il n'avait pas déjaugé, hein, il était comme ça, donc il ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Voilà. Et j'ai la palme qui, heureusement, j'ai tiré les palmes vers moi en replongeant de suite, et ma palme est passée dans l'hélice. Hein. C'était à l'étang de Thau. Hein. Voilà. Donc les loueurs de bateaux, il faut faire passer aussi le message, hein, comme quoi il faut faire très attention aux bouées de chasse sous-marine. Hein. Les loueurs de jet ski aussi, c'est pareil. Hein. Ils peuvent avoir 5 minutes, un petit message pour dire attention, il y a des chasseurs sous-marins dans l'eau, quand vous voyez une bouée dans le style, hein, j'ai quelques tracts d'ailleurs si ça intéresse certains d'entre vous, si vous voulez peut-être en distribuer. Vous voyez. Ouais, bien sûr. Surtout penser aussi, moi je suis plongeur et chasseur sous-marin et apnéiste aussi, surtout penser à réduire sa vitesse. Comme ça, c'est le message qu'il faut faire passer, surtout aux utilisateurs, comme disait mon collègue, de bateaux à moteur rapide ou de jet ski, surtout parce qu'on a un problème avec... Alors c'est sûr que les blessures avec une planche à voile, qui dans un temps médium seront moins graves, parce que les chasseurs confirmés chassent avec un outil avec des boucliers, qui est un triangle que vous avez dans le dos, en plan, vous avez 2 plans, donc ça... Entre parenthèses, ça peut vous protéger moyennement. Par exemple, moi, c'est pas mon cas, je planche à l'ancienne encore, je fais de l'apnée avec la ceinture de plomb, donc là, si vous faites passer dessus, même avec l'adhérissable d'une planche, c'est le cul du lapin, c'est la tête fondue en 2, enfin voilà, c'est assez grave quoi, et on les entend pas eux. Oui, voilà, donc les gens, c'est qu'il faut soit... Planche à voile, les voilés, on les entend pas, eux ils font pas de bruit. Hein, quand ils sont à côté de nous, c'est souvent trop tard. Hein. Voilà. Donc pensez surtout, voilà, il y a une bouée, il y a une planche de chasse sous-marine, on réduit sa vitesse et on s'écarte au moins à 100 mètres. Ça c'est très important de faire passer ce message-là. Oui, je fais passer. De même que le chasseur va éviter de s'approcher des autres embarcations. Hein. Bon, au cours de ses déplacements, et ça peut arriver qu'à un moment donné, ils soient plus ou moins proches, mais à lui de faire attention aussi de ne pas aller gêner les autres qui sont peut-être déjà ancrés, en train de pêcher à la ligne. Ça peut arriver, ça. Voilà. C'est le respect mutuel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être, en particulier. Les chasseurs confirmés font attention. Mais vous en avez que... J'en ai trouvé au milieu de l'impasse de Boescou, hein. Du port. Hein. Oui. Sans bouée, sans delà. Alors le souci que l'on a aujourd'hui, c'est que depuis 2012, l'autorisation de pêche sous-marine qu'on demandait aux autorités maritimes, c'est un petit document, ou la licence fédérale qu'on prend... il y a 3 fédérations dont la licence vaut autorisation de pêche sous-marine. Hein. Il y a la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, vous avez la Fédération Française d'Études et de Sport Sous-Marin, et notre fédération à nous, qui est la Fédération Nautique de Pêche Sportive en apnée. Donc cette licence, en fait, on n'en a plus besoin. On a juste besoin d'une assurance en responsabilité civile, ce qui nous gêne un petit peu, parce qu'avant, il y avait une démarche volontaire du chasseur sous-marin pour aller demander une licence, et quand il prenait sa licence, quand il allait aux affaires maritimes demander son autorisation de pêche sous-marine, il devait remplir un document dans lequel on lui présentait les règles
à respecter pour pratiquer la chasse sous-marine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc voilà, aujourd'hui c'est la porte ouverte à tous, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller aujourd'hui, bon, je prends l'image facile à Décathlon, on a vu un film sur YouTube, aujourd'hui ça marche très bien, donc on voit le gars qui plonge, qui fait des beaux poissons. Ce que le gars qui regarde, il ne sait pas que c'est un entraînement spécifique. Alors bien sûr, il y a le gars qui achète un petit fusil, des palmes, qui va faire des rascasses au bord de la digue. Même sur la plage, hein, avec les c'est baigneurs. interdit. Et ça, on en a vu l'année, voilà 2 ans. Et se balader même avec des fusils armés. Mais ça, il faut vous rapprocher du poste de secours, justement. Comme Mais oui, mais il n'y avait pas de poste de secours, c'est à la... Comment ça s'appelle, la plage noire? Oui, la Ronquille. À la grande plagette. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des maîtres nageurs. De toute façon, il y a une règle. Un fusil n'est jamais chargé hors de l'eau. Non, mais c'est vrai, tu n'aurais pas... Vous avez vu, les pointes sont protégées systématiquement. Mais un fusil ne doit jamais être chargé hors de l'eau. Sur les quais, sur les pontons, c'est strictement interdit. En compétition de chasse sous-marine, un fusil chargé sur la planche, comme ceci, même posé pendant 10 secondes par un chasseur sous-marin, c'est disqualifiant. Ouais. La personne qui met un fusil chargé sur la planche, comme ça, est disqualifiée. Oui, c'est pas vous qui êtes dangereux, c'est les amateurs. Hein. Le problème, il est là. Donc là, il ne faut pas hésiter, madame, à vous rapprocher des pompiers qui, eux, vont intervenir et vont faire intervenir l'officier de police judiciaire qui est sur la plage, ou sur le ponton, ou alerter la capitainerie qui immédiatement va... Monsieur, on donne l'autorisation. N'importe qui peut prendre... Mais aujourd'hui, c'est bien le problème. Aujourd'hui, c'est bien le problème, parce que nous, notre travail au sein des clubs, c'est de faire venir des jeunes et de les éduquer à cette pêche sous-marine. Il faut savoir, par exemple, aussi, bon, mais là, vous le regarderez si vous voulez, nous, on a nos mailles qui sont plus élevées que les mailles, je dirais, légales. Ça fait partie de l'éducation du chasseur sous-marin. On essaie de tirer des belles pièces. Des poissons qui se sont reproduits plusieurs fois, ça rentre dans le cadre du respect de l'environnement, le dernier point de la charte du citoyen de la mer. Nos mailles sont beaucoup plus élevées. Le but du jeu, c'est de faire des beaux poissons. Voilà. Donc, et d'éduquer ces jeunes qui viennent vers nous. Des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a des gens qui commencent à pêcher sous-marine. Il y en a même qui plongent sans bouée, sans... Ah oui, mais on est bien d'accord. Mais ce sont des gens qu'on voudrait capter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de législation, on va dire entre guillemets, sur je dirais la façon de pratiquer la chasse sous-marine, il y a un cadre, oui, mais aujourd'hui, n'importe qui peut acheter une arbalète, des palmes, un masque, un tuba, et se mettre dans l'eau. On n'a pas le droit d'acheter un fusil de chasse, mais on a le droit de prendre un fusil harpon. Mais on est en train de se diriger, c'est dans les tuyaux, j'étais au mois de mars, donc il n'y a pas très longtemps, nous étions au ministère de la Jeunesse et des Sports, et en même temps au ministère de la Mer et donc de l'Environnement, et du Développement durable, et c'est dans les tuyaux, le permis de chasse sous-marine. C'est dans l'âge minimum, tu peux en parler aussi. 16 ans. Donc on voit des gamins comme ça arrivent des fois à des moins de 16 ans. Bon, déjà sur la plage c'est interdit, mais même s'ils vont à l'eau nager, on charge le fusil que quand on est en opération de chasse. Donc des fois vous voyez des gamins avec des petites arbalètes qui sont mortelles par exemple. Et ça, il faut strictement alerter les autorités. Ceux qui ont de la famille, il ne faut pas rester autour. Là, il faut faire. Bon, après, c'est la responsabilité des parents. S'il y a des gamins très jeunes à 14 ans qui utilisent une arbalète, des millions de fois. Oui, mais des gamins et des adultes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, un gamin de 14 ans, il va chez Decathlon ou dans un magasin de plongée. Si le gars ils ont le droit, ils le font. Il vend l'arbalète au gamin qui a 14 ans. Il ne va pas lui demander s'il a l'âge légal. Et normalement, il devrait. Mais on est bien d'accord. Et c'est à nous, c'est notre problème. Aujourd'hui, dans les clubs, c'est de capter ces jeunes, parce que nous, on les voit. Moi, je suis au contact, je sors été comme hiver, on va chasser toute l'année. Je vois des gars pêcher le long de la digue, sans bouée, voire des fois qui s'en écartent de 30-40 mètres. Et donc à 30-40 mètres de la digue, vous avez des bateaux qui passent. Et bien les gars, ils sont sans bouée. Et quand on leur dit, mais t'as pas de bouée... Et tout seul, vous avez le droit de chasser? Pardon? Vous avez le droit de chasser tout seul? Alors, dans l'absolu, oui. On a le droit de chasser tout seul. Mais je dirais pour des raisons de sécurité et puis de convivialité,
Nous, chasseurs sous-marins, on n'aime pas pêcher seul. Voilà. De toute façon, il est toujours conseillé de pêcher au minimum à 2. Avec un équipier qui vous surveille. D'ailleurs, en compétition, il y a la chasse en équipe où on est deux équipiers. Donc, alternativement, il y en a un qui descend et l'autre qui surveille. Et quand l'autre est remonté, c'est l'autre qui descend et l'autre qui le surveille. Et en individuel, on a un suiveur. C'est-à-dire qu'on a un gars qui nous suit en permanence, notamment sur les zones très profondes. Mais maintenant, aujourd'hui, le suiveur est devenu obligatoire. Donc, on a tout le temps quelqu'un qui nous suit, qui nous surveille. On dit quelqu'un en surface, non? Quelqu'un qui est en surface, mais qui a la capacité de venir nous chercher. Parce que je vous dis, vous allez à Cannes, vous pêchez jusqu'à 45 mètres. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable de venir vous chercher à cette profondeur-là si vous arrive quoi que ce soit. Voilà. Alors, une apnée moyenne, si c'est ici au Cap d'Agde ou sur les Aresquiers, où on va pêcher avec du rythme, c'est-à-dire qu'on va multiplier des apnées, parce qu'on va être sur des poissons comme le sard, ça peut être du 40-50 secondes. Après, sur de l'agachon, c'est-à-dire de l'affût, sur des beaux poissons comme le dentil, la dorade, parfois des liches, ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à le loup, malheureusement, il y en a de moins en moins, parce que, et notamment les dentis et les barracudas leur font une grosse concurrence, notamment les dentis. Mais bon, comme le denti est aussi bon, voire meilleur que le loup, on ne va pas s'en plaindre. Mais donc, ça peut être de 40-50 secondes jusqu'à 1 minute et demie, 2 minutes sur des agachons normaux. Sur de la pêche profonde, ce qu'on appelle la pêche profonde, donc au-delà de 25 mètres et jusqu'à 45, c'est des apnées qui vont aller jusqu'à 3 minutes. Bon, il faut savoir qu'on ne plonge pas à ces profondeurs-là. La ceinture de plomb, on l'enlève à 15 mètres en fait, et elle est accrochée à un bout. Et comme le disait mon collègue tout à l'heure, on continue à tomber en fait à ces profondeurs-là. Donc on n'a plus besoin de la ceinture de plomb. Et donc en fait, après, dès qu'on donne quelques coups de palme, la flottabilité du vêtement isothermique revenant, on a l'impression d'être aspiré par la surface. Donc on remonte très très vite. En plus, maintenant, on a même des palmes en carbone, donc quand on donne 2 coups de palme en carbone, ça pousse très très vite. Voilà. Encore des lisses? Non, pas des lisses. Au plongeur, c'est pas autorisé. Alors, vous descendez à 50 mètres. Mais à 50 mètres, il y a des risques. Oui, de syncope. Il y a les risques. Alors, il y a les risques de syncope qui arrivent plus souvent à la remontée d'ailleurs. Mais bon, justement, c'est par l'entraînement qu'on réduit ces risques. Et c'est pour ça qu'il faut faire. Faut apprendre les bons gestes, les bonnes techniques. Donc pêcher à la ceinture largable, ça fait partie de ces techniques qui permettent de remonter à la fois sans, parce que si vous remontez avec 7 ou 8 kg de plomb, c'est pas la même que si vous remontez sans rien. Voilà. Après, il y a l'entraînement. Mais vous ne remontez pas d'un seul coup, il y a des paliers. Non, pas en apnée. En apnée, on prend de l'air à la pression 1, à 1 bar. On le comprime en descendant, on le décomprime en remontant, mais naturellement. Alors que c'est en plongée bouteille qu'il faut respecter les paliers parce qu'on emporte un air qui est déjà surcomprimé. Les oreilles, ça doit faire mal. Alors les oreilles ne font pas mal puisque en pratiquant la manœuvre de Vassalva, tout simplement on se pince le nez et on pousse un peu, en fermant la bouche, on pousse de l'air vers les tympans, on rétablit, le tympan c'est une membrane. Vous avez le côté externe qui est en contact avec l'eau de mer et le côté interne qui est côté interne. Donc quand vous plongez, qu'est-ce qui se passe? La pression de l'eau appuie sur cette membrane et la déforme, l'enfonce. Et bien, quand vous pratiquez la manœuvre de Vassalva, vous renvoyez de l'air de l'autre côté et ça remet la membrane droite. Voilà ce que ça fait. Donc en fait, il suffit de le faire régulièrement au fur et à mesure de la descente, d'envoyer un tout petit peu d'air, et à chaque fois vous remettez votre tympan en bien. Voilà. Et ça fait pas mal aux oreilles. Après, si vous continuez à avoir mal aux oreilles, c'est que vous avez un problème dans la sphère sinusoïdale. Voilà. Et là, on est obligé de remonter parce que sinon ça continue à faire mal. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Enfin voilà, moi, je vous dis, le message c'était surtout essayer de faire passer que voilà, une bouée, une planche, ou un bateau avec un pavillon alpha, ça signale des chasseurs, des plongeurs, et que les gens doivent s'en écarter. Merci. Bon, on va finir encore sur des signaux, donc de détresse visuelle et pyrotechnique. Donc on va passer assez rapidement. Donc il en existe plusieurs. Vous avez les feux à main, vous avez les fusées parachutes,
Et vous avez les fusées éclairantes. Donc, comme on peut voir sur les pictogrammes, on a aussi les drapeaux rouges. Donc les drapeaux, on va les utiliser seulement 2 jours. Donc drapeau rouge pour signaliser, pour attirer l'attention. Si on n'a pas de drapeau, les bras, tout bêtement. Le signal lumineux rouge, donc on va l'utiliser de jour et de nuit. La fusée parachute, pareil. Donc fusée parachute, comme disait mon collègue tout à l'heure, par rapport aux hélicoptères, ces choses-là, qui arrivent à passer au-dessus du plafond de brume et de nuages. Et puis par rapport à la couvre de la Terre, ça se voit à plan entre 10 et 20 000, les fusées parachutes. Entre 10 et 20 000. Qu'un feu à main se voit à environ 6 000. Le fumigène, il va nous... Selon les conditions... Faut pas les envoyer en plein jour. Le fumigène, donc qu'il soit fumigène orange à main ou des petits pots qu'on jette à l'eau et qui flottent, il va nous servir à 2 choses. Première chose, il va nous servir à être repéré par un hélicoptère. Et deuxième chose, il va servir au pilote de l'hélicoptère par rapport à la direction du vent. Et la fusée rouge, donc c'est comme le parachute, sauf que celle-ci, elle s'éteint au bout d'un moment. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait des fusées périmées? Alors, vous allez chez votre fournisseur, je prends deux de nos collègues qui travaillent sur la zone, M. Croisière et Namicap, vous leur donnez, en fait, il existe des circuits. En rachetant les autres. Voilà, quand vous rachetez une mallette hauturière ou côtière, vous leur donnez vos feux périmés, et normalement, s'ils ne nous les donnent pas pour les utiliser pour les démonstrations, ça repart chez le constructeur qui lui est chargé de les détruire. Mais avant, il y avait un bac à la zone. Après, ça c'est interdit. Non, mais maintenant, c'est récent, parce que jusqu'à il y a encore 2 ans, moi j'ai changé mes fusées, j'ai apporté les anciennes, on m'a dit non, on les reprend pas. C'est comme l'électroménager. Normalement, il faut payer plus-value. Moi, j'ai changé il y a 1 mois, ils ne me les ont pas repris. Normalement, ils doivent vous la prendre. C'est un peu. C'est pas ce qu'on appelle convention électroménager, c'est pas les contacts, j'ai fait quoi là? Normalement, ils doivent apprendre. À la zone technique, c'est pas que la Sodéal, ce sont des vilains qui veulent pas nous dépanner à nous les prendre. Ça faisait un stockage, parce que c'est de la poudre, trop important. Et au niveau des normes, il aurait fallu construire un bunker. Et c'est pour ça que la Sodéal a arrêté de le faire. C'est pas qu'ils ne veulent pas rendre service aux plaisanciers du port, c'est simplement que c'est un problème, ça. Ah, bien entendu, c'est un problème. C'est pas... c'est un problème. Maintenant, normalement, quand vous aurez acheté un jeu neuf, ils sont censés vous les reprendre. Oui, mais il y a une plus-value. Oui. Non, mais on la paye là. Après, c'est. On la paye. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de les garder dans le bateau, les vieilles? C'est ce qu'on dit. Moi personnellement, j'ai toujours les dernières et les avant-dernières. Enfin, les bonnes et les avant-dernières, on peut les garder quand même. Bien sûr. Personnellement, je ne peux pas regarder un stock. Mais c'est interdit. Pour les raisons qui sont c'est explosif. C'est explosif. On ne sait jamais si des fois et c'est vrai que si vous avez un incendie sur le bateau et que les pompiers, des sauveteurs, parce que dans les sauveteurs, il n'y a pas que les SNSM, je ne sais pas si pendant l'attendre jusqu'au bout, il y a aussi les douanes, il y a la sécurité civile, où ils peuvent être détruits, il y a la gendarmerie maritime, donc les sauveteurs, pour ça il n'y a pas que nous qui existons, interviennent sur un feu de bateau qui peut paraître bénin. Si effectivement il y a des engins pyrotechniques, il faut pas avoir des là, eux ne peuvent pas le savoir, et ils peuvent être blessés aussi. Donc moins il y en a, meilleur c'est. Pour être intervenu sur un bateau en feu il y a quelques années, un bateau espagnol, Jason, c'est vrai que quand on est arrivé, il y a une bouteille de gaz qui explosait, c'est impressionnant. Donc moi-même, je ne savais pas reconnaître une flamme de gaz, mais bon, comme on a des pompiers dans nos équipes, il nous a dit, mais ça c'est sa bouteille de gaz. Donc, et on peut garder les fusées précédentes. Personnellement oui, parce que si vous voulez, les fusées parachutes, parce que dans les coffres, les fusées parachutes, feu à main et fumigène. Les fusées parachutes, c'est 3 de mémoire, c'est 2 fumigènes et 3 feux à main. Je crois que c'est ça. Ça va être servi pour que vous essayez d'être vu, que vous ne voyez pas vous-même s'il y a quelqu'un. Donc il faut lancer une de temps en temps, mais dans les meilleures conditions. Si possible, si vous entendez un bruit, si vous entendez quelque chose, parce que si vous tirez et qu'il n'y a vraiment personne,
même à 20 000, ça ne servira à rien. Donc il faut mieux essayer de les conserver. Mais bon, tant qu'à faire, quand on est dans une situation de stress, comme nous en dit lui et Marilyn tout à l'heure, on peut être amené à effectivement les tirer d'un seul coup. Il vaut mieux en avoir 6 que 3. Et puis après les faveurs, ça va être plus pour l'approche, comme on aurait pu demander s'ils n'avaient pas eu de la VHF et on les aurait pris à la Gogno. Et puis les jeunes, bon, ça après c'est plus de jours, c'est pour les hélicoptères. Il faudra organiser une séance d'essai. Nous l'avons fait par le CNCA, pour le CNCA il y a un mois de cela. Mais on peut le refaire. Il faut prendre note avec notre secrétaire qui est derrière, notre trésorier, là, les membres du bureau. C'est facile, c'est tout écrit, mais dans la situation où on est... Et puis savoir combien de temps ça brûle, combien de temps, et que ça brûle aussi. Ça brûle, hein, savoir comment faire. Donc on avait différentes types d'examens, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Personnellement, je vais tomber en panne aussi. Pour finir sur la sécurité, donc comme vous a dit Lionel tout à l'heure, en mer il n'y a pas que la SNSM qui intervient, il y a plein de monde. Et tous ces moyens ils sont gérés par une seule et même identité, c'est le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Donc des CROSS il en existe plein, mais pour nous en Méditerranée ce sera le CROSSMED. Donc eux ils peuvent solliciter, comme vous voyez, les moyens navals et aériens, les pompiers, la gendarmerie, la police, nous, SNSM, la marine nationale. Des plaisanciers aussi, elles peuvent vous réquisitionner. Quand vous entendez par exemple le pan-pan qui dit à tout navire dans la zone machin, voilà, c'est une forme de réquisition. Donc en France métropolitaine il existe des sous-crosses. Je sais pas. On va passer des chacun, c'était juste ça. Voilà. Et quelques petits chiffres pour finir. Pour la Méditerranée, en 2014, donc en 2013, il y a eu 3031 interventions, demandes de secours, de recherche et de sauvetage. Alors qu'en 2012, on en avait 2917. Ouais, donc on voit que les pics ils sont entre juillet et septembre. Donc en secteur d'intervention concerné, 70% sont des plaisanciers, 18% c'est le loisir nautique, 6% c'est tout ce qui est commerce, 1% les pêcheurs professionnels, 0,3% navires d'État, aéronefs et indéterminés. Donc ça représente au total 15 394 personnes impliquées. Et sur ce chiffre-là, on a eu 45 décès. Ce ne sont que les chiffres CROSSMED. Hein. Méditerranée. C'est pas en France, hein. C'est que la Méditerranée là. Voilà. CROSSMED. Hein. Donc on voit que voilà, sur ces 45 décès et 4 disparus, on a eu 14 baigneurs, 9 plaisanciers, des plongeurs, 5 chasseurs sous-marins. Voilà, pour les plus gros. Et on a eu aussi 8 découvertes de morts. Et si, comme disait monsieur tout à l'heure, par rapport à l'utilisation des feux à main et fumigènes, tout ça, la SNSM sur son site a une rubrique prévention où c'est plein de fiches techniques et conseils. Je ne sais pas combien il y en a au total, il y en a un peu plus. Ça va être pour les presse-surfeurs, les vieilles planchistes, il doit y avoir aussi peut-être la plongée. Bon, n'hésitez pas à aller les consulter. L'hiver, quand on est bien au chaud à côté de la cheminée, avant de reprendre le bateau après l'hivernage. Ça prend pas beaucoup de temps, on les relie et ça peut vous aider. Voilà, merci bien. Merci. Merci Jean-Bruno et puis Jonathan. Voilà. Merci à vous deux. Alors l'Harpon Club Agatois a un site, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche Harpon Club Agatois. Vous avez un petit peu tout ce qui se fait au niveau du Harpon Club d'Agde, et ainsi que, pour ceux que ça intéresse, un petit peu toutes les données des prises en compétition, et notamment on fait ça par rapport à l'environnement marin, et c'est assez bien fait. On vous montre que les prélèvements sont très minimes. Ça va bien.